Je m'appelle Louise Arel, j'ai 79 ans. Et je suis née à Sainte-Thérèse de Blainville, qui était un village qui est devenu une banlieue maintenant de Montréal. Mais à l'époque, un prix de fin d'année, quand on avait vraiment bien réussi son année scolaire, c'était un voyage à Montréal. Alors, vous voyez combien les choses ont changé depuis. Et bon, j'ai étudié au séminaire Sainte-Thérèse, qui est devenu le cégep Lionel Groulx. Et, euh, et puis, j'ai fait la sociologie aussi à l'Université de Montréal. Et par la suite, j'ai complété le droit à l'Université de Montréal et le barreau. Alors, ça c'est fait, bon, dans un temps où j'ai aussi, au même moment, là, eu ma fille Catherine. Alors, c'était assez condensé. Et je fus aussi vice-présidente des étudiants, vice-présidente de l'Union générale des étudiants du Québec en 68. J'ai pris une année sabbatique là, pour me consacrer à cette fonction dans une période qui était assez mouvementée. En 68, en particulier, il y a eu des grèves étudiantes au Québec assez importantes. Et j'ai fait partie de beaucoup de mouvements étudiants, beaucoup de mouvements dès mon adolescence. Je réfléchis au mot aîné parce que c'est pas toujours évident, euh, étant donné que ça devient très, très personnel. Je crois que il y a pas il n'y a pas d'âge, d'une certaine façon. L'âge, enfin, l'avenir n'a pas d'âge, en partant. Donc, on peut être aîné à bien des âges. Et moi, je l'ai senti que je le devenais quand on m'offrait une place dans le métro. Voyez, moi, je fus ministre des aînés en 1999. Au gouvernement du Québec. Le premier ministre à l'époque était Lucien Bouchard. Ce qui est intéressant, c'est que c'était l'année internationale des aînés, celle décrétée par les Nations unies à la fin du siècle passé, parce que c'était considéré comme étant l'événement, la longévité, l'espérance de vie à travers l'humanité. C'était considéré comme le changement le plus important qui s'était produit dans le siècle. Et donc, j'ai pu assister à beaucoup d'événements, de conférences internationales qui ont eu lieu ici à Montréal, incidemment. Là. Et je me suis rendu compte que dans le vieillissement, l'important, c'est les 3 premières lettres. Il y avait le mot vie. Et il fallait mettre de la vie dans son vieillissement. C'est assez passionnant d'abord parce que mon expérience n'est pas dans le fait d'être mise de côté. Je ne sais pas si une exception, si j'en suis, des exceptions à la règle, mais je suis très, très sollicitée par les jeunes femmes. Très sollicitée. Et à chaque fois, on me demande comment êtes-vous resté aussi impliquée? Hein? Et je dis toujours la même chose. Le secret, c'est de rester indigné. Il faut vraiment rester, parce qu'à 20 ans, il y a une indignation qui fait qu'on veut changer les choses. Mais il faut rester indigné à 80. Et je crois que c'est un peu le facteur qui fait qu'on reste vivant. Pour moi, le féminisme, c'est un humanisme. Et donc, c'est, d'une certaine façon, rendre visibles les femmes dans l'histoire, parce qu'il y a eu un effacement des femmes, mais dans tous les domaines. Je fus aussi ministre de la Condition féminine et j'ai fait adopter des lois, dont une qu'on appelle l'équité salariale. En fait, cette loi d'équité salariale, elle corrige la discrimination systémique qui a été introduite dans la structure des salaires du fait de la dévalorisation, en fait, de la dépréciation du travail des femmes. Et cette loi sur l'équité salariale
qui est en vigueur au Québec, mais elle doit, à tous les 5 ans, dans la loi, j'avais introduit une disposition pour qu'il y ait une revision à tous les 5 ans, étant donné, évidemment, que c'est une loi d'application, donc elle doit être rafraîchie d'une certaine façon, de manière constante. Et, et cette discrimination systémique dans la structure des salaires faisait en sorte que le travail qui était majoritairement féminin était beaucoup moins rémunéré que le travail majoritairement masculin. Parce que la valorisation était moindre chez les femmes, étant donné que dans les travaux majoritairement féminins, on retrouvait essentiellement tout ce qui est le service aux personnes, c'est-à-dire secrétaire, hôtesse de l'air, mais aussi infirmière, enseignante, en fait, ce qui, dans le fond, se faisait pas payer, si vous me permettez l'expression, euh, auparavant, alors que là, maintenant, c'est sur le marché du travail, mais ça, dès le départ, ça a été, en fait, d'une certaine façon déprécié parce que c'était majoritairement des femmes qui occupaient ces fonctions. Présentement, j'appartiens à un comité d'ex-parlementaires de tous les partis, alors d'une manière non partisane, et nous sommes une 50aine d'ex-parlementaires femmes de l'Assemblée nationale du Québec qui demandons une loi sur la parité, parce que la parité de représentation. On la situe autour de 40-60. C'est pas une parité à 50-50 exact, là. Autour de 40-60, mais on demande cette loi parce qu'on se rend bien compte que si on l'a atteint à la dernière élection, mais il peut y avoir des reculs. Parce que dans l'histoire, quand je fus élue en 1981, je suis jeune députée. Nous sommes 8 au total sur 115 à ce moment-là. Maintenant, il y a 125 députés au total. J'ai toujours pensé que ça progresserait. Puis tout à coup, en 2007, il y a eu un recul assez important. Et c'est là où j'ai pensé qu'il fallait vraiment qu'on ait une loi sur la parité. Depuis ce temps-là, en fait, que je milite aussi en faveur de cette loi sur la parité pour que je dirais que celles qui nous suivront n'aient pas encore à recommencer ce même combat. C'est toujours passionnant quand même de se mobiliser pour des causes. Évidemment, vous savez sans doute que j'ai pu participer à plusieurs lois qui ont permis aux Québécoises de faire des pas de géantes. Les premières lois qui ont été adoptées n'étaient pas les miennes, là, c'était la réforme du Code civil. Et cette réforme du Code civil a eu un impact extrêmement important puisque on est passé de l'autorité paternelle à l'autorité parentale. Et puisque à partir de ce moment-là, les femmes ont finalement, au moins sur le plan juridique, parce qu'on sait très bien que parfois c'est la valeur de ce qui est écrit sur le papier. Il y a maintenant des dispositions qui garantissent l'égalité. Je me considère féministe depuis que j'ai terminé l'université. Ça va vous étonner. Je suis devenue féministe après mes études. Quand on est étudiant, on pense qu'on est égal. On vit une vie de célibataire, on vit une vie qui nous laisse à penser qu'il n'y aura pas de différence dans la perception, si vous voulez, sur le marché du travail et dans la perception aussi de la parentalité, si vous voulez. Alors que tout de suite, je me suis rendu compte, la première chose qu'on m'a demandé quand je fus élue députée en 81, comment vous allez faire avec votre enfant qui est avec 5 ans? Alors, je disais toujours aux journalistes qui me posaient la question derrière un micro, je vous réponds si vous posez la même question à M. Lévesque, qui était à l'époque au gouvernement, et à M. Bourassa. Évidemment, ces questions-là n'étaient jamais posées à des hommes. Le combat qui a été mené en faveur de l'avortement, de l'interruption, grossesse, l'interruption gratuite
libre et gratuite. C'est un combat qui a été mené particulièrement dans les années 70 au Québec. Et ce combat, je l'ai mené, entre autres, comme dirigeante du Parti québécois dans la région de Montréal. Alors, nous avons pu obtenir une résolution dans un congrès national. À l'époque, le Parti québécois venait d'être élu au gouvernement. C'était en 77. Le Parti québécois est élu en 76. Il y a un congrès national en 77. Et ce congrès adopte des résolutions en matière d'interruption de grossesse. En fait, le choix que les femmes doivent faire, c'est un choix qui doit être entaché d'aucune contrainte. J'en parle avec facilité, mais tout ça n'a pas été nécessairement facile. Le combat s'est poursuivi et finalement, le gouvernement a cessé de poursuivre la tête dirigeante, si vous voulez, la figure importante qui était le docteur Henri Morgenthaler. Ça a été beaucoup celui qui a mené le combat et qui était poursuivi et parce que ça, en vertu du code criminel, c'était illégal de procéder à des interruptions de grossesse. Et avec nos pressions, le gouvernement a cessé finalement de poursuivre. Et donc au Québec, 10 ans environ avant que la Cour suprême du Canada décide de ne pas considérer finalement l'avortement comme étant illégal. Déjà au Québec, on avait finalement des cliniques qui le favorisaient. L'évolution du statut de la femme au Québec est vraiment immense. En 77, il y a une première politique d'ensemble de la condition féminine qui est rendue publique, que l'on retrouve maintenant sur tous les sites, là, qui s'appelle « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». Et je dois dire que cette politique contenait 388 recommandations. Sans doute le souhait que je formule qu'on ait une évaluation parce que je pense qu'il y a un grand nombre de ces recommandations qui ont pu être réalisées. Et ça, c'est beaucoup aussi grâce à la solidarité des femmes. Je vous parlais d'équité salariale. Il faut savoir aussi qu'il y avait une très forte mobilisation des milieux communautaires chez les femmes. Des comités d'action des femmes dans les milieux syndicaux, dans les milieux communautaires et dans le milieu politique. Et c'est finalement la jonction de cette solidarité de ce qu'on appelle la société civile et avec le milieu politique qui a permis finalement ces transformations. Et même au sein du milieu politique, je dois dire que les femmes de tous les partis étaient extrêmement solidaires entre elles. À savoir que si les lois, par exemple, le partage de la propriété familiale ou encore les lois, à peu près toutes celles qui ont été adoptées qui concernent la condition féminine ont été grâce à la solidarité des femmes de tous les partis politiques qui se sont mobilisés et qui ont mené le combat à l'intérieur de leur propre caucus. Vous voyez, par exemple, sur l'équité salariale, il y avait eu une pétition de 60 000 signatures qui avait été organisée par le milieu communautaire et syndical et que des femmes politiques ont déposée à l'Assemblée nationale. Alors, il y a eu avant et pendant, par exemple, la Grande Marche du pain et des roses. Ça, c'est une marche qui a permis à des femmes de toutes les régions du Québec de marcher sur le Parlement pendant plusieurs jours, presque une semaine, à relais, et vraiment de porter à l'attention de l'opinion publique 9 revendications, entre autres concernant la violence faite aux femmes. L'époque actuelle, qui est l'époque du MeToo, est vraiment celle de la jeune génération qui a continuer le combat
sur cette question. Moi, je vous dirais que les grands changements qui sont survenus, c'est l'indépendance économique des femmes dans ma génération. C'est la génération qui m'avait précédée, c'est surtout l'accès des femmes à l'éducation. Alors que moi, la mienne, c'est vraiment l'indépendance économique de ma génération, l'indépendance économique des femmes, en particulier avec les congés parentaux. Donc, un congé, on dit parentaux, parce que le père, maintenant, a plusieurs semaines aussi de congés. S'il ne les prend pas, il les perd. Et puis, évidemment, les centres de la petite enfance pour le service de garde. Alors, actuellement, les Québécoises qui ont des enfants de moins de 10 ans sont majoritairement, mais très majoritairement, sur le marché du travail. Je pense qu'elles le sont plus que partout dans le monde. La violence, je pense, la santé mentale aussi. Euh, et parce que la solitude aussi, l'Amérique du Nord en particulier, et c'est pas propre au Québec, mais c'est vraiment c'est un problème de santé publique majeur. Et la violence conjugale, la violence sexuelle, et elle n'existe pas plus maintenant qu'auparavant, mais elle est publique, elle est maintenant dénoncée. Il y aura mis en place là, des tribunaux spécialisés en cette matière, ce qui est un gain important de la mobilisation des femmes dernièrement. Un combat qui concernait le partage du patrimoine familial. Il fallait, à ce moment-là, limiter la liberté de tester, c'est-à-dire la liberté de faire un testament. Ce projet de loi était celui de la ministre de la Condition féminine libérale, Madame Monique Gagnon-Tremblay. Moi, je me trouvais à être la porte-parole de l'opposition à ce moment-là. Et Madame Gagnon-Tremblay avait obtenu le feu vert de son gouvernement pour déposer le projet de loi, mais c'était en fin de session. Et on savait que l'élection allait suivre dans les semaines ou mois qui suivaient. Et comme c'était une fin de session, en fait, il y avait peu de temps pour l'adopter et son propre gouvernement, plusieurs avaient considéré que finalement, c'était symbolique le feu vert pour présenter le projet de loi parce qu'il n'y aurait pas le temps pour l'adopter. C'était le partage du patrimoine familial. Et à ce moment-là, comme je me trouvais à être dans l'opposition, j'ai donné tous les consentements pour qu'on siège après minuit, tous les consentements pour que les rapports là, qui nécessitaient une durée plus longue pour être déposés le soient plus rapidement. Et finalement, on a fait adopter le projet de loi sur le partage du patrimoine familial. Mais souvent, on s'est dit, la ministre et moi, on s'est rappelé, on se rappelle encore quand on se voit, cette période extrêmement tumultueuse, étonnamment, extrêmement difficile, alors que le Parlement où j'ai siégé pendant 28 ans a quand même connu 3 référendums, 2 référendums du Québec, plus un qui était un référendum qu'on appelait Charlottetown, pan-canadien. Mais je dis toujours que le Parlement a été à feu et à sang quand on a fait le débat sur le partage du patrimoine familial, tant cette opposition était partout, dans tous les milieux, dans tous les caucus. C'était vraiment c'était vraiment difficile. Mais vous voyez, on est passé à travers et 10 ans plus tard, ça c'était en 85, je pense, 10 ans plus tard, quand je présente la loi sur l'équité salariale, que le milieu d'affaires ne veut pas, et même parfois mes propres collègues qui, en fait, défendent les milieux économiques me disent ça va coûter cher, ça va coûter des milliards. Mais je convenais avec eux que ça allait coûter des milliards, mais je leur disais justement, les milliards
que l'on enlève aux femmes qui travaillent dans ces milieux majoritairement féminins. À ce moment-là, je suis au gouvernement, les femmes libérales sont dans l'opposition. Elles viennent me voir pour me dire, ne t'en fais pas, on va t'aider, on va la passer la loi. Et je me suis toujours rendu compte que c'est cette solidarité entre femmes de partis politiques différents, femmes du milieu communautaire et syndical qui avait permis de faire des réformes aussi importantes qu'on a pu faire. J'ai constaté l'existence de Boys Club. Ça, c'est tellement évident. Mais j'ai jamais souhaité faire partie du Boys Club. Et j'ai toujours pensé que l'important, c'était de se constituer un Women's Club. Et souvent, on m'a dit, oui, mais toi, en fait, tu as eu des problèmes avec le Boys Club, mais le Boys Club a eu des problèmes avec toi. Et je me suis toujours dit oui, puis j'ai compris pourquoi. Pas immédiatement, mais par la suite. Parce que je voulais rester une femme. Parce que ça a l'air étonnant, ça peut avoir l'air surprenant, mais étant donné que dans l'histoire, finalement, les règles du jeu, tous les marqueurs, si vous voulez, sont masculins. Si on veut vraiment pouvoir exercer le pouvoir, il faut tenter le plus possible de le faire autrement. Il n'y a rien d'acquis, d'abord. Et donc, tout ça s'est produit parce qu'il y a eu des combats qui ont été menés, mais ces combats le sont depuis plusieurs générations auparavant. Et c'est comme une course au flambeau. Donc, chaque génération va un peu plus loin et passe le flambeau pour la prochaine qui peut aller plus loin aussi. C'est ce que je trouve.